Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le What's New du mois de janvier. Comme vous avez peut-être pu le voir, le mois de janvier a été très chargé niveau nouveautés manga et c'était un petit peu compliqué d'y voir pair au milieu de tout ce flot de sorties. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 6 nouveautés qui sont sorties au mois de janvier. Je vous présenterai les 2 sorties Akata que je me suis procurées dans une prochaine vidéo. Tout d'abord, je vais vous parler de La fille de la plage de Inu Asano, publié chez Imo. Il s'agit d'un seinen de genre tranche de vie romance qui est terminé au Japon en 2 tomes et le tome 2 est prévu en France pour le mois de février, mais ce n'est vraiment pas sûr puisque Imo a beaucoup tardé à publier ce tome 1, donc je ne sais vraiment pas si la date de février sera conservée pour le tome 2, même si je l'espère grandement. Je ne pouvais décemment pas passer à côté de cette nouveauté de Inu Asano, puisque si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que Inu Asano fait partie de mes mangaka préférés. Mais ce qui m'avait rebuté un tout petit peu à l'achat, c'est le fait que Imo ait proposé une nouvelle couverture pour la publication française de la série, et j'avais un petit peu de mal avec cette couverture, je dois bien l'avouer au début. Donc je vous mettrai par là la couverture japonaise de la série pour que vous compreniez l'écart qu'il y a entre les deux couvertures. J'ai un petit peu passé outre la couverture pour tout de même me procurer ce titre qui était apparemment sorti en décembre sur le site de Imo, et je pensais qu'il ne serait que disponible via le site de Imo, c'est-à-dire en ligne, et finalement j'ai pu le trouver en librairie au mois de janvier et c'est sa date officielle de sortie, c'est au mois de janvier. De quoi nous parle La fille de la plage? Pour vous en parler très brièvement, sans rien vous spoiler, en vous faisant un petit peu un résumé à ma manière, je dirais, on va suivre une espèce de petit couple de... Alors ils sont assez jeunes, même si je ne crois pas qu'on sache leur âge. Donc en fait ce garçon est amoureux de cette fille, mais cette fille n'est absolument pas amoureuse de ce garçon. Ensemble ils ne partagent finalement que des relations sexuelles. Et en fait elle fait ça pour gagner de l'expérience, pour ensuite séduire un gars qui est un véritable connard, qui est un coureur de jupons dont elle est éperdument amoureuse, et elle fait tout cela en fait pour acquérir de l'expérience, pour après aller vers lui. Ça vous résume assez bien ce qu'on peut dire de ce tome 1, c'est-à-dire cette relation entre ces deux protagonistes qui n'est vraiment pas banale pour des personnages qui paraissent quand même assez jeunes. Donc je tenais à préciser, car c'est apparemment noté nulle part, mais ce titre n'est pas du tout public, dans le sens où, comme vous l'aurez compris, ça parle énormément de sexe. Ce n'est pas non plus un manga érotique, mais bon, on parle tout de même beaucoup de sexe, et surtout, Inu Asano oblige, rien n'est censuré. Au niveau du dessin, rien n'est censuré, vous allez voir absolument tout. Au niveau des dialogues, rien n'est censuré non plus, mais ça c'est tout à fait normal. Connaissant Inu Asano, on sait qu'il ne prend pas de pincettes, qu'il est parfois assez trash dans ses paroles, ou assez cru par moments. Mais je pense que c'est aussi pour cela qu'on apprécie Inu Asano, c'est pour son authenticité, dans le sens où il ne va pas essayer d'enjoliver les choses, de nous faire fantasmer sur certains moments de la vie qui sont durs. Voilà, certains passages sont tristes, durs, tout ce que vous voulez. Et bien tout simplement il va les montrer telles quelles sans essayer de les enjoliver d'une quelconque manière, et je trouve ça vraiment admirable de sa part. Donc, je vous montre un petit peu ce que ça donne niveau dessin. Je suis très fan du travail graphique de Inu Asano, que je trouve très proche de la photographie. Donc de ce côté-là, rien à dire, mais comme vous pouvez le voir, on voit absolument tout. Et ça m'a un petit peu, je ne dirais pas choquée, je ne dirais pas jusque-là, mais je ne m'attendais pas à ce que le manga tourne rien qu'autour du sexe, en fait. Je savais que c'était un titre un petit peu érotique de Inu Asano, que ça sortait un petit peu des sentiers battus de ce qu'on avait vu avec cet auteur, même s'il aborde le sujet dans Bonu Pun Pun. C'est beaucoup moins marqué, je dirais d'ailleurs, dans Bonu Pun Pun que dans La fille de la plage. Mais je ne m'attendais pas à ce que l'auteur ne parle que de ça dans ce manga. Voilà. Après, ça ne m'a pas empêché d'apprécier la lecture, d'apprécier également le drame qu'il y a en fond, parce que bon, sans doute, c'est pas très gai tout ça. C'est vraiment un titre que je vous recommande, qui m'a beaucoup plu, mais je ne le recommande pas si vous n'avez rien lu jusque-là de Inu Asano, que vous voulez découvrir l'auteur. Penchez-vous plutôt sur des titres comme Solanine ou Bonu Pun Pun d'ailleurs, qui est un petit peu plus long, qui sont des titres, je pense, plus abordables et plus tout public d'ailleurs que ce titre-là, qui est vraiment pour ceux qui connaissent le travail d'Inu Asano et qui savent de quoi l'auteur est capable. Je continue en vous présentant le tome 1 de LDK de Ayu Watanabe, c'est publié chez Pika. Il s'agit d'un shoujo de genre romance-comédie qui compte pour l'instant 16 tomes, toujours en cours au Japon. Le tome 2 est prévu pour le 4 mars et le tome 3 pour le 6 mai. Donc LDK, enfin, je ne sais absolument pas comment ça se prononce, je veux dire LDK, c'était vraiment pas un shoujo qui m'intéressait à la base, de par le fait qu'il y ait énormément de tomes toujours en cours au Japon. Le synopsis ne m'avait pas tapé dans l'œil, la couverture encore moins, je trouvais que ça faisait shoujo assez banal.
Et je me suis procuré un extrait gratuit en librairie, j'ai lu l'extrait et l'extrait a fait son bon travail d'extrait, c'est-à-dire de vous donner envie de lire la suite. Du coup, le lendemain, le soleil fait n'importe quoi aujourd'hui. Du coup, le lendemain, je suis allée en librairie me procurer le tome 1 que j'ai bouffé par la suite, ce que j'ai beaucoup aimé. Ça n'a pas été un coup de cœur non plus. Voilà, ça reste du shoujo pas très original. Faut se dire clairement, c'est pas le shoujo qui casse trois pattes à un canard, mais ça fait son taf de shoujo romance divertissant. Donc je vous fais l'histoire très vite, le résumé à ma manière très vite. Encore une fois, si vous voulez des résumés, les fiches manga plus détaillées, je vous mettrai tout dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir si un de ces titres que je vous présente vous intéresse. Donc au début, on va suivre Aoi et sa meilleure amie, donc j'ai zappé le nom de la meilleure amie. Et donc sa meilleure amie va faire sa déclaration à Shusei, qui n'est autre que le beau gosse du lycée, mais bon, c'est rarement les plus moches auxquels on fait des déclarations d'amour dans les shoujo, je ne sais pas si vous avez remarqué. Et le problème, c'est que Shusei, c'est un bourreau des cœurs et qui va l'envoyer paître. Et du coup, Aoi va l'avoir un petit peu mauvaise pour sa meilleure amie et elle ne peut plus encadrer Shusei en peinture. Le souci, c'est qu'il va se passer quelque chose, je ne vous dis pas quoi, c'est assez ridicule, mais bref, en gros, il va se retrouver à faire une colocation avec Aoi, qui n'est vraiment pas enchanté de cela, mais qui n'a pas le choix, vu que c'est un petit peu sa faute, il se retrouve à vivre avec elle. Voilà, je vous en dis pas plus. Et elle va se rendre compte que finalement, il n'est pas si arrogant, méchant que ça, il n'est pas aussi froid qu'il semble l'être. C'est quelqu'un finalement qu'elle commence à beaucoup apprécier et elle commence, c'est bizarre, à tomber amoureuse de lui. Le souci, c'est que sa meilleure amie lui confie qu'elle est toujours amoureuse de lui et qu'elle ne baisse pas les bras. Du coup, notre héroïne se retrouve un petit peu, on va dire ça clairement, le cul entre deux chaises, c'est-à-dire d'un côté, elle a sa meilleure amie à laquelle elle tient énormément, qu'elle ne veut surtout pas blesser, et de l'autre côté, il y a ce garçon qu'à la base, elle ne pouvait pas aimer du simple fait qu'il ait brisé le cœur de sa meilleure amie, mais elle est bien obligée d'avouer que finalement, il n'est pas si détestable que cela. Et c'est intéressant, je trouvais, de voir un petit peu comment elle va s'en sortir, quel choix elle va faire, est-ce qu'elle va privilégier l'amitié, est-ce que sa meilleure amie va se mettre en retrait du coup ou pas, est-ce que ça va briser leur amitié, est-ce qu'elle va mettre son amour de côté, de qui lui est-il réellement amoureux. Donc voilà, c'est en gros le speech de base, c'est ça. C'est vraiment pas original, hein. Encore une fois, c'est vraiment le type de de bagarre amoureuse, je dirais, qu'on voit dans pas mal de shoujo. C'est vraiment pas le truc, encore une fois, extraordinaire en soi. Mais j'ai trouvé le tome 1 assez efficace. Il y a de l'humour, il y a un petit peu d'émotion, il y a un petit peu de retournement de situation. On a envie de voir comment notre héroïne va s'en sortir dans cette situation un petit peu délicate. Niveau dessin, c'est sympa, mais encore une fois, sans plus. Voilà, pour moi, c'est un shoujo, tout ce qu'il y a de plus classique. C'est vraiment pas le shoujo méga original. Donc là, vous voyez la fameuse meilleure amie dont j'ai zappé le nom. Encore une fois, il ne s'agit pas d'un shoujo des plus originales qui soit, mais il fait très bien son travail de shoujo divertissant. Donc de ce côté-là, je l'en remercie. Après, j'ai vu que pas mal de personnes se plaignaient sur certains sites que la série soit toujours en cours alors qu'elle aurait pu être arrêtée bien avant. Donc ça, je me suis dit, ça veut dire que ça traîne en longueur, qu'on aimerait une fin, qu'il n'y a toujours pas de fin. Voilà, donc du coup, je ne sais pas si j'irai bien loin avec cette série, mais je me procurerai le tome 2 à coup sûr. Je continue en vous parlant du tome 1 de 6000 de Nokuto Koike, publié chez Comico. Donc il s'agit d'un seinen de genre aventure suspense, j'avoue ne pas comprendre le aventure, j'aurais plutôt dit horreur suspense, qui compte 4 tomes terminés au Japon. Donc le tome 2 est prévu pour le 9 avril, le tome 3 pour le 2 juillet et le tome 4 pour le 12 novembre. Comico va juste hyper loin niveau planning. 6000 est une sortie que j'attendais beaucoup en ce mois de janvier de par son synopsis et ses couvertures qui sont juste top, et c'est vraiment un titre dont j'attendais beaucoup. Donc j'ai pu me procurer un extrait en librairie, extrait qui m'avait convaincu, fini de convaincre je dirais, de me procurer le tome 1. D'ailleurs cet extrait est disponible en ligne, je vous le mettrai dans la barre d'infos si cela vous intéresse. Et donc qu'est-ce que j'ai pensé de ce tome 1 qui fait très bien son boulot de tome 1. Donc avant cela, je vous parle encore une fois très rapidement de l'histoire. Donc l'histoire prend place dans un complexe sous-marin qui se trouve dans la mer des Philippines à 6000 mètres de profondeur. Et donc l'équipe qui s'occupait de ce complexe sous-marin, donc complexe qui s'appelle Cof DC, a été totalement décimée. On ne sait pas comment, mais ils ont tous été retrouvés massacrés. 3 ans après, une nouvelle équipe composée de Japonais et de Chinois, donc voilà, qui coopèrent, se rendent dans ce complexe sous-marin pour en fait le réouvrir. Donc on va suivre notre héros principal qui se retrouve là-dedans malgré lui, qui est un ingénieur.
et il va commencer à se passer des trucs pas tout à fait normaux. Ce tome 1 fait très bien son boulot de tome 1, c'est-à-dire de poser les bases de l'histoire. Voilà, donc on a la présentation des personnages, du lieu, on comprend qu'il s'est passé quelque chose d'horrible, on comprend qu'il commence à se repasser des choses horribles, mais on n'en sait pas plus et on comprend que c'est dans le tome 2 qu'on va commencer vraiment à rentrer dans l'horreur. Vous vous demandez peut-être de quel truc horrifique cela s'agit-il? Eh bien on ne le sait pas à la fin de ce tome 1, on peut présumer qu'il s'agit de fantômes, de monstres, de zombies, peut-être simplement d'hallucinations. Voilà, le mystère reste complet et je trouve que c'est pas plus mal, voilà, qu'on n'ait pas tous les éléments dans le tome 1, ça serait juste dommage que l'auteur dévoile tout juste dans le premier tome, ça donnerait vraiment pas envie de lire la suite. Encore une fois, il faut le prendre comme ce qu'il est, c'est-à-dire un tome d'introduction à la série et se dire que ça va vraiment bouger à partir du tome 2. Personnellement, je ne juge pas ce tome 1 comme étant le tome décisif, à savoir est-ce que la série vaut le coup d'être continuée ou pas. Pour moi, ça vaut clairement le coup et ça va devenir très intéressant dans le tome 2. Je trouve que le côté horrifique est assez bien mené par l'auteur, c'est-à-dire que c'est juste des petites touches de stress, une ambiance assez pesante qui est très bien retranscrite, que l'on retrouve par exemple dans La Tour Fantôme ou dans certaines œuvres de Shunji Ito. C'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment de quoi il s'agit au départ, on ne sait pas vraiment si c'est des fantômes, une hallucination ou quoi, et du coup ça rend le truc très flippant finalement. Je vous montre ce que ça donne niveau dessin. Niveau dessin c'est assez sombre comme vous pouvez le voir au niveau des décors, tout ça. Voilà. Tome 1, très convaincant pour ma part, qui me donne bien envie de me procurer la suite. C'est vraiment un titre que je vous recommande si vous cherchez un seinen court, horrifique et qui pour l'instant est très bien parti. Je continue en vous parlant de JoJo's Bizarre Adventure, la saison 2 Battle Tendency de Hirohiko Araki, publié chez Tonkam. Donc réédition de ce shonen cultissime qui compte 7 tomes terminés. Donc le tome 2 est prévu pour le 11 mars et le tome 3 pour le 8 avril. Donc comme vous le savez peut-être si vous me suivez depuis un petit moment, je suis extrêmement fan de l'univers de JoJo's Bizarre Adventure, même si jusqu'à maintenant je n'ai lu que les saisons 1, 3 et que j'ai un petit peu de retard dans ma lecture de la saison 7. Je sens la question arriver puisqu'à chaque fois que je parle de JoJo's Bizarre Adventure, la question est posée en commentaire. Est-ce que je peux commencer par cette saison 2 si je ne connais rien de JoJo's Bizarre Adventure? Vous pouvez commencer par cette saison 2, même si vous n'avez pas lu la première. Sachez que la première a été rééditée il n'y a pas très longtemps, que les 5 tomes de la saison 1, Phantom Blood, sont disponibles dans le commerce. Mais vous pouvez vous en passer si cette saison 1 ne vous intéresse pas, étant donné qu'au début de ce tome, vous avez un résumé extrêmement spoilant de la saison 1. Après, bien évidemment, si vous avez lu la saison 1, c'est logique, c'est dans la continuité, mais bon, voilà. Vous n'êtes pas obligé, encore une fois, de lire les JoJo's Bizarre Adventure dans l'ordre, de tous les lire, même s'il y a un certain fil conducteur, il y a une certaine continuité entre certaines saisons. D'ailleurs, la saison 7, mise à part, puisqu'il s'agit d'un reboot, si vous le prenez comme un Neketsu standard, je dirais, vous pouvez aisément commencer cette saison 2 sans vous intéresser aux autres saisons de JoJo's Bizarre Adventure. Sachez juste qu'elle se passe un demi-siècle après les événements de la saison 1. On se retrouve avec un nouveau Jojo. Dio, c'est toujours le même, étant donné qu'il est immortel, on retrouve toujours le même Dio. Vont s'enchaîner divers combats, voyages, etc. La recette de Jojo reste la même dans cette saison 2 par rapport à la saison 1. J'ai pas énormément de choses à vous dire de ce tome-là, si ce n'est qu'il est efficace, si ce n'est que j'aime toujours autant l'univers de JoJo's Bizarre Adventure. Ça ne m'a jamais déçu jusque-là. Je vous montre ce que ça donne niveau dessin, parce que c'est assez particulier. Personnellement, j'aime beaucoup. Voilà. Ne vous attendez pas à un synopsis de foufou, encore une fois, JoJo's Bizarre Adventure, c'est assez répétitif au niveau du synopsis. Ça a une trame scénaristique assez répétitive d'une saison à l'autre, mais personnellement j'aime beaucoup. Une saison 2 qui commence bien et que je continuerai avec beaucoup de plaisir. J'en viens à présent à un manga dont je sais que beaucoup de personnes attendaient la sortie, que beaucoup de personnes se sont déjà procurées, ont adoré et en ont beaucoup parlé. Il s'agit de A Silent Voice de Yoshitoki Oima, publié chez Kiyun dans leur collection Shonen. Donc il s'agit d'un shonen de genre tranche de vie romance qui est terminé en 7 tomes et le tome 2 est prévu pour le 12 mars. The Silent Voice, j'en avais lu un extrait que j'avais eu là encore une fois en librairie. L'extrait m'avait plu mais sans plus, dirons-nous. Ce titre, comme pour beaucoup de monde je pense, il m'intéressait du fait qu'il traite un sujet de société qui est assez peu abordé dans les mangas, c'est-à-dire les personnes handicapées. Je vous fais un rapide topo de l'histoire, même si je pense que beaucoup d'entre vous, vous savez déjà de quoi parle ce manga. Donc on va suivre le personnage de Shoko, qui est une jeune fille malentendante de naissance. Mais comme on la voit dans le manga, j'ai plus l'impression qu'elle est complètement sourde que juste malentendante.
Elle va se retrouver dans une nouvelle classe et elle va essayer de s'insérer dans cette classe de personnes qui ne sont pas handicapées. Et elle va se retrouver face à Shoya, qui est un petit peu l'élève perturbateur par excellence, et elle va devenir sa tête de turc. Il va commencer à se moquer d'elle, à la ridiculiser, tout ça, lui rendre la vie pas possible, jusqu'à ce qu'un jour ça se retourne contre lui. Voilà, je n'en dirai pas plus. Alors, avec un synopsis pareil, ça donne envie, voilà, de voir comment l'auteur va traiter le sujet de l'handicap, le sujet de la discrimination, voilà, montrer que certaines personnes handicapées se retrouvent un petit peu à l'écart, se retrouvent maltraitées alors que c'est pas leur faute si elles sont handicapées. Je trouvais le speech de base très intéressant. Le souci, c'est que pour moi, ce n'est absolument pas un coup de cœur, c'est pas non plus la grosse déception du siècle, mais je ne comprends pas pourquoi autant de gens sont autant positifs à propos de ce manga. Alors je sais que Ki-hoon y est pour quelque chose, puisque niveau tapage médiatique, Ki-hoon a fait fort avec ce titre-là. Je ne blâme pas Ki-hoon à ce sujet, c'est totalement logique. Quand on a les moyens de se faire un maximum de pub, et bien de vendre au mieux le manga que l'on vient de produire, c'est dans la logique commerciale des choses. Mais fatalement, quand on fait autant de tapage médiatique, derrière, on s'attend à du lourd. Je sais que beaucoup d'entre vous, attention, m'ont dit que c'était juste génialissime, qu'ils ont adoré. Personnellement, j'ai eu un petit peu du mal du fait qu'il y a beaucoup d'incohérences. Je m'explique, alors là vous allez sûrement me dire d'ailleurs que je pinaille, que je vais chercher la petite bête, que ce n'est qu'une œuvre de fiction et que je ne devrais pas la prendre autant au sérieux. Mais quand je vois que beaucoup de gens la prennent au sérieux dans le sens, voilà, ce manga, ça traite d'un sujet très dur, très difficile, tout ça. Voilà, les gens le comparent à la réalité. Donc je vais faire de même et vous dire en quoi je le trouve incohérent. Donc, je vais vous dire des petits éléments un petit peu dispatchés du manga, comme je m'en rappelle, qui m'ont entre guillemets choqué, dans le sens où ils ne sont pas logiques. Et du coup, tous ces petits éléments mis bout à bout, ça m'a totalement cassé l'émotion du manga. Du coup, je ne me suis pas attachée au personnage. Je n'ai pas été émue pour ce qui leur est arrivé, même quand parfois c'est très dur ce qui leur arrive. Ça ne m'a pas touchée à cause de tous ces petits éléments. J'y viens. Premier point, Shoko arrive dans sa nouvelle classe. Le professeur lui dit « Présente-toi. Vas-y ma grande, tu te présentes. » Il a l'air de complètement zapper que cette jeune fille est handicapée, alors que c'est le premier au courant. Voilà, il ne l'apprend pas sur le tas, il le sait qu'elle est handicapée. Donc il va lui taper un moment sur l'épaule pour lui signifier qu'il faut qu'elle parle. Mais rien que ce premier acte du professeur, je me dis non. Voilà, tu es professeur, tu sais que c'est un élève handicapé qui ne va pas entendre ce que tu vas dire. Pourquoi directement tu lui tapes pas sur l'épaule, tu te mets en face d'elle pour lui parler? Voilà, déjà premier point incohérent. Deuxième point qui m'a marqué, Shoko est présentée comme étant malentendante de naissance qui possède un appareil auditif qui lui permet d'entendre, mais elle semble totalement sourde puisque cet appareil ne semble pas fonctionner. Du coup, elle communique soit par langage des signes, soit grâce à un carnet sur lequel elle va noter et les gens vont lui répondre. Et je me dis que c'est quand même assez handicapant du fait qu'elle n'arrive pas à entendre ce que le professeur dit, ce que ses camarades de classe disent. Et je me dis, on laisse un enfant tout seul comme ça se débrouiller. À aucun moment il n'y a la présence d'un AVS, c'est-à-dire d'un auxiliaire de vie scolaire. Alors ce n'est absolument pas le truc voilà, où il faut être blindé de pognon pour avoir un AVS à côté de soi. À partir d'un certain niveau d'handicap, c'est proposé. D'ailleurs, quand la personne est vraiment trop handicapée, que la simple présence d'un auxiliaire de vie scolaire à côté d'elle ne suffit pas, eh bien ces élèves, il faut le savoir, sont envoyés dans des établissements spécialisés pour personnes handicapées. À aucun moment, ces deux possibilités ne lui sont proposées. Et ça, je ne comprends pas trop. Alors, vous allez peut-être me dire, oui, mais comme tu l'as dit, elle dispose d'un appareil auditif, donc théoriquement, c'est qu'elle est autonome. Mais elle n'arrive pas à suivre les cours. Et à partir de ce moment-là, je me dis, pourquoi mettre une élève à ce point handicapée, toute seule, dans une classe avec personne pour l'aider? D'ailleurs, personne ne l'aide. Le professeur, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire aux élèves, aidez-la. Non, 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 je ne suis absolument pas d'accord. Alors, je ne travaille pas dans le professorat, d'accord, hein? Vous allez peut-être me dire, mais elle est prof dans l'Afrique. Non, je ne suis pas prof. Mais ce n'est en aucun cas, et en plus ce sont des petits, ils sont au CM2, CE2 ou CM2, j'ai un doute là maintenant. Bref, ils sont petits, ils sont au primaire. En aucun cas, c'est aux élèves de s'occuper d'un enfant handicapé. Voilà, le professeur se décharge totalement sur eux en mode c'est à vous de vous en occuper. Non, parce que fatalement, qu'est-ce qui va se passer? Les élèves vont au début essayer de l'aider, de lui noter des trucs et tout, mais du coup,
fatalement ça va les mettre en retard dans leur propre scolarité. Ils vont se rendre compte qu'ils ont du mal à suivre les cours parce qu'il faut qu'ils s'arrêtent pour lui expliquer ce qui se passe. Et au bout d'un moment, ils vont en avoir marre de plus suivre le cours et ils vont la laisser dans son coin, ce qui est logique. Voilà, ce sont des élèves, ils ont envie d'apprendre, ils n'ont pas envie d'être freinés par une tierce personne. Ce n'est absolument pas logique de laisser une personne handicapée en charge des autres élèves. Dans la vraie vie, autant vous dire que ça ne se passe pas comme ça. Ensuite, ce qui peut marquer, c'est que le professeur dicte les devoirs à voix haute. Voilà, noter, tout le monde se met vite à noter du coup ce qu'il dit, faire exercice, machin, page 3, machin. À aucun moment, il va se dire, elle va être en difficulté, personne ne l'aide et tout, je vais peut-être le noter au tableau pour que ça soit clair. Non, ça on oublie totalement l'idée de noter quoi que ce soit au tableau, ça serait trop simple. Donc là aussi ça m'a marqué parce que ça me semble logique, voilà, que ce soit au collège, au lycée ou même avant, que les professeurs, et surtout quand c'est des petits en plus, notent tout au tableau. Certes, ils vont le dire à l'oral, mais ils vont noter également au tableau. Vaut mieux faire les choses 2 fois, écrire et à l'oral, plutôt que de les faire d'une fois et de se dire que la moitié n'aura rien compris. Donc à aucun moment il va se dire « Ah, l'élève handicapé, elle ne va pas entendre ce que je dis et personne n'a l'air de l'aider, donc je vais peut-être noter au tableau pour lui permettre de prendre les cours. » Non. J'ai connu des personnes malentendantes dans ma scolarité, que ce soit quand j'étais plus petite ou même au collège, qui avaient un appareil auditif, mais elles n'étaient pas autant handicapées que Choco. Voilà, ça aurait été des personnes qui étaient vraiment dans l'incapacité d'entendre. Je ne pense pas qu'elles se seraient retrouvées avec nous en classe. Il n'y avait pas d'AVS à l'époque, mais elles entendaient très bien avec leur appareil auditif. Bon, il fallait parler un petit peu fort, c'est sûr, il ne fallait pas leur chuchoter à l'oreille, parce que c'est sûr que là, ils n'entendaient rien. Mais je me dis, personne n'a l'air de prendre son cas au sérieux à cette jeune fille. Autre point qui m'a marqué, c'est qu'une des professeurs l'a fait participer à la chorale de l'école. Voilà, il y a un concours de chant et on l'a fait participer avec la classe. Ça vous paraît normal de faire participer une personne sourde à un cours de chant, vous? Moi non. Alors pour ceux qui ne le savent pas, les personnes malentendantes ou même sourdes, quand elles communiquent par le langage des signes, elles émettent des sons, pas vraiment des mots puisqu'elles ne savent pas parler concrètement, mais elles arrivent à produire des sons. Et c'est ce qui se passe avec Choco, elle arrive à produire quelques voyelles, on va dire quelques sons, ce qui bien sûr n'est pas très joli à entendre, et quand on essaye de chanter en faisant ça, c'est pas très agréable, surtout que du coup elle chante faux, vu qu'elle ne s'en rend pas compte. Et je me dis, c'est pas très intelligent de la part de la prof de lui dire de chanter, même si c'est bien, elle veut l'intégrer, on va dire oui, elle veut faire en sorte de ne pas la mettre à l'écart parce qu'elle est handicapée, elle veut qu'elle s'intègre, c'est très bien, mais elle pense pas au truc, c'est que du coup elle va chanter faux, elle va faire perdre le concours, c'est pas un gros spoil, à la classe, et du coup ils vont tous se retourner contre elle en mode oui mais c'est ta faute, pourquoi t'as chanté, t'es trop nul, machin, tout ça. Donc elle va se retrouver encore plus isolée du reste de la classe. Alors que la logique voudrait que, bon, on ne la mette pas à l'écart parce qu'elle est handicapée, on lui dise tu restes dans la classe avec nous, on ne te met pas non plus à la porte, tu peux participer au cours dans le sens où tu vas regarder ce qui se passe, mais vu ton handicap, tu ne peux pas participer au cours. Ça semble juste tellement logique qu'une personne handicapée à ce point ne puisse pas participer et n'en ait même pas spécialement envie du fait qu'elle sait très bien qu'elle n'arrivera pas à faire la même chose que les autres et que de toute manière elle n'entend pas ce qui se passe, donc ça n'a pas très logique de la faire chanter. Autre chose pas très logique, quand je vous dis que ce manga est bourré d'incohérences, la même professeure de chant va proposer aux élèves d'apprendre la langue des signes pour pouvoir communiquer avec Choco. C'est une action très louable, très sympathique de la part de cette professeure, de se dire voilà, on ne va pas la laisser à l'écart, on va tous apprendre le langage des signes pour parler avec elle. Alors, le souci c'est que cette même prof ne sait pas signer, donc on dit signer pour la langue des signes, elle ne sait pas signer et elle propose aux élèves d'apprendre à signer avec elle. Donc on s'en doute, ils en ont déjà marre de cet élève handicapé qui les retarde dans tout, qui est juste trop relou. Ils n'ont pas envie d'apprendre la langue des signes. Et c'est un petit peu logique quand on se met dans la tête de ces jeunes qui n'aiment pas spécialement l'école. Et en plus, quand on leur donne des cours supplémentaires qui ne leur servent à rien dans leur contrôle, dans leur scolarité, bah, ça ne les intéresse pas. Voilà, il faut se dire ça. Donc c'est pas ça que je blâme par rapport à la prof. Bon, c'est un petit peu idiot de l'avoir proposé comme ça, mais c'est pas ça que je blâme. Ce que je blâme, c'est l'autre professeur, donc le professeur principal, le même dont je vous ai parlé au début, qui va la discréditer totalement devant les élèves. En gros, il va lui dire, mais c'est n'importe quoi, vous ne savez pas utiliser le langage des signes vous-même, vous proposez aux élèves, vous croyez qu'ils ont que ça à faire, vous êtes complètement nuls, restez à votre place, mais barrez-vous même, limite. Il va lui faire perdre tout crédit devant ses élèves. En gros, les élèves vont se sentir forts, ouais, le prof il est avec nous, il est d'accord et tout, et la pauvre femme,
elle n'aura plus aucune crédibilité devant ses élèves, elle n'aura plus aucun courage, aucune face, je dirais, devant eux. Il faut savoir que dans la vraie vie, ce genre de comportement est totalement interdit, illégal et c'est surtout puni. On n'a pas le droit, que ce soit dans le professorat ou dans d'autres professions, voilà, face à laquelle vous allez vous retrouver face à d'autres personnes, de faire perdre tout crédit à un collègue. Vous le prenez à part. Vous lui dites, voilà, c'est pas très intelligent de ta part d'avoir proposé ça aux élèves et tout. C'est pas plausible pour eux, tout ça. Soit, vous ne faites jamais ça devant les élèves. Et ça, je peux vous dire que ça ne se produit jamais. Et si un professeur s'amuse à discréditer un autre professeur devant ses élèves, il va s'en prendre à son tour plein la gueule. Autant vous dire, c'est automatique. Ça m'a vraiment choqué parce que ça ne se retrouve pas que dans le professorat. Par exemple, dans mon métier, on peut avoir affaire au public et un de vos collègues va s'adresser au public, il va faire une erreur dans ce qu'il va dire à la personne qui se présente. Et vous n'allez pas lui dire, mais non, mais t'es nul, mais c'est pas ça, t'es complètement, mais t'es à côté de la plaque, mec, c'est pas ça, mais non, madame, il vous dit n'importe quoi. Absolument pas, vous allez prendre votre collègue, vous allez lui parler soit à l'oreille, soit le prendre à l'écart, et lui dire, je pense que tu t'as indiqué une mauvaise information, voilà la véritable information. Vous n'allez absolument pas lui faire perdre tout crédit devant le public. Ça ne se fait pas. Et si vous le faites, vous allez vous prendre un retour de bâton en plein dans la face et là vous allez sentir venir. Alors peut-être vous, ça ne vous a pas marqué parce que dans votre métier, ou peut-être si vous ne travaillez pas encore, ça ne vous a pas choqué. Mais voilà, je peux vous le dire que dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça. Et dernier point, après j'arrête niveau incohérence du manga, c'est le fait que, donc je disais, comment il s'appelle, ça j'ai oublié son nom, Shoya. Donc au bout d'un moment, il va se prendre lui-même un retour de bâton. Et en gros, il va se retrouver être à son tour la tête de turc des autres élèves. Il va se retrouver face à ce même professeur, je veux dire ce gars là qu'on voit depuis le début, qui commence à m'agacer alors qu'on est qu'au tome 1, qui va lui dire mais c'est normal, attends, t'as vu comment t'as été? Mais c'est normal, tu te prends un retour de bâton, c'est bien fait pour toi. Mais même pas je te plains quoi, bien fait. Que les parents de Shoya lui disent ça reste dans la sphère privée, c'est plausible, on s'en fout. Dans la sphère privée, il peut se passer plein de choses. Peu importe ce qui se passe dans le privé, là, on ne peut pas vraiment juger le comportement indigne des parents. Mais venant d'un professeur, non, un professeur, c'est censé être un pédagogue, c'est censé prendre ses élèves sous son aile. Voilà, c'est en gros l'exemple à suivre. Il va donner la bonne marche des choses à faire. Et un élève qui vient le voir, qui est pas bien, on vient de lui voler des trucs, on lui a tapé dessus, on l'a ridiculisé, tout ça, c'est pas à lui d'enfoncer le clou. C'est limite, tu veux une corde pour te pendre? Non. Il ne veut absolument pas le croire quand il lui dit qu'on lui vole ses chaussures, qu'on lui fait toutes les misères du monde. Il n'essaye même pas de le croire un seul instant. Et même si c'est vrai, tu vas dire c'est mérité ce qui t'arrive. C'est juste horrible de la part d'un professeur de dire ça à un élève. Ça serait un étudiant majeur, voilà, genre à l'université, qui s'en prend plein la tronche. Bah, il est majeur, je veux dire, il a envie de se défendre, il va lui foutre un poing dans la gueule. Mais là, c'est un élève, un jeune qui commence à s'en prendre plein la tronche. Alors peut-être que c'est mérité. Voilà, il a eu un comportement exécrable. C'est normal qu'au bout d'un moment, ça se retourne contre lui. C'est la logique des choses. Mais c'est pas au professeur de lui dire les choses. D'accord, l'élève n'avait pas à faire tout ce qu'il a fait à cette personne handicapée, mais à présent, il se retrouve lui-même dans une fâcheuse posture. Le professeur est censé essayer de le rassurer, essayer de régler les problèmes, et à aucun moment, le professeur n'essaye de régler quoi que ce soit. Voilà, il se décharge de toute responsabilité. Et ça, je dois bien avouer que ça m'a choqué, car, encore une fois, dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça. Vous allez me dire, mais tu l'as pas aimé ce manga? Si, dans le fond, je l'ai aimé. Niveau dessin, j'ai pas trouvé ça tip-top. Niveau dessin, autant vous le dire. Après, ce qui me donne envie surtout de me procurer la suite, c'est le final de ce tome qui nous fait comprendre que l'histoire du 2 va se passer pas mal de temps après l'histoire du 1 et donc que les personnages ont évolué. Et ça, j'ai hâte de voir comment l'auteur va traiter ça dans le tome 2. Mais par rapport à tous les petits points que je viens d'évoquer, je pense que le plus gros de cette vidéo va être consacré à Silent Voice. Ça n'a pas été un coup de cœur parce que tous ces petits points mis bout à bout, ça m'a totalement cassé le délire du manga. En fait, je me disais, mais c'est tellement pas plausible que ce genre de choses arrive. Alors, c'est une fiction. Jamais l'auteur n'a dit ceci est basé sur des faits réels ou quoi que ce soit. Certes, mais quand j'avais entendu tellement de bonnes critiques à propos de ce manga, je m'attendais à un truc, je dirais pas parfait, mais du moins un peu plus crédible. Et pour moi, ce n'est pas du tout crédible. Alors après, ça reste un bon manga, un bon shonen, du moins un bon tome 1, que je recommande, voilà, si le titre vous intéresse, mais je
tenais quand même à vous préciser tous ces petits points qui, selon moi, gâchent un tout petit peu le plaisir de lecture. Et je conclus cette vidéo What's New du mois de janvier avec le one-shot Snow Illusion de Iko Leondos publié chez Comico. Donc il s'agit d'un josei de genre romance tranche de vie et c'est un titre dont on n'a pas énormément entendu parler et pourtant c'est un titre qui était quand même assez sympathique. Donc je vous montre la couverture, comme le travail de la couverture qui est vraiment super sympa. Voilà. C'est un petit peu compliqué de vous le résumer, mais en gros on va suivre donc cette femme qui, à travers différents chapitres, va se retrouver à vivre une vie différente, c'est-à-dire elle va rencontrer un homme, en tomber amoureuse, puis il va tomber amoureux, ils vont commencer à fonder un petit couple, un petit foyer, il va se passer quelque chose, elle va partir et recommencer sa vie ailleurs, et on va suivre ce personnage-là qui la suit à travers les ans, tout ça, pour enquêter sur elle. Voilà. Je ne sais pas si je vous l'ai très bien vendu en vous disant ça, mais c'est un petit peu compliqué à résumer. C'est un manga avec lequel vous n'allez pas énormément vous marrer, autant vous dire. J'aurais dit, donc là il est présenté comme romance tranche de vie, oui, mais j'aurais dit également un petit peu fantastique, puisqu'il y a quand même un certain mystère autour de cette jeune femme, à comprendre qui elle est réellement, pourquoi elle disparaît et elle réapparaît dans un autre endroit, et que tout le monde semble un petit peu zappé qu'elle était là juste avant. C'est particulier, ça m'a beaucoup plu. Après, niveau émotion, ça m'a pas non plus voilà, pris au trip, en mode j'étais trop à fond dedans. Mais voilà, ça fait très bien son taf de one shot, c'est-à-dire c'est efficace du début à la fin. On n'est absolument pas déçu par la fin du manga. Voilà, on a enfin la résolution de comprendre qui est cette femme à la fin de l'œuvre. Après, si vous cherchez un one shot, c'est pas des plus originales, mais qui est très bien traité, c'est un titre que je vous recommande. Je l'expédie un petit peu, là on a l'impression, mais j'ai pas énormément de choses à vous en dire, si ce n'est que bon, ça a été une bonne lecture et qu'il n'y a pas eu énormément de pubs faites à son sujet. Ainsi s'achève cette vidéo What's New du mois de janvier. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez commencé au mois de janvier, si vous avez commencé l'une de ces nouveautés, s'il y en a une qui vous intéresse. La vidéo sur les 2 sorties des éditions Akata que je me suis procurée, vous la retrouverez dans 2 jours. Voilà, je tourne 2 vidéos séparément parce que vous comprendrez, c'est par rapport tout simplement au format qui est différent des 2 œuvres d'Akata. Je préfère les mettre à part. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.